Il renverra après aux participants l'enregistrement, hein, ou le lien sur l'enregistrement. Exactement. Enfin, bien. Donc, j'enverrai le lien à l'enregistrement en même temps que le lien au diaporama pour les personnes qui pourraient être intéressées éventuellement à récupérer un certain nombre d'éléments. Et tous ces éléments seront également sur mon site, dont j'indique les coordonnées sur cette première page. Et c'est le site qui sert également de site pour le séminaire que je co-anime à l'École des hautes études sur les relations entre la Chine et l'Afrique, mais que j'ai étendu cette année aussi aux relations avec l'Amérique latine et qui sera encore plus ouvert l'année suivante pour une préoccupation d'ordre strictement scientifique, c'est-à-dire pouvoir avoir des comparaisons en miroir et ne pas se laisser enfermer dans sans prendre en compte la réalité extérieure et les expériences extérieures aux relations entre la Chine et l'Afrique. La première chose que vous remarquerez, c'est le fait que dans mon titre, j'ai pris le soin de mettre les mots au pluriel, quelle présence chinoise, hein, le S est en caractère gras et souligné, car la première chose que je veux souligner ici, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas essentialiser la Chine dès lors que l'on analyse les relations entre les acteurs chinois, la multiplicité des acteurs chinois et l'Afrique. Vous me diriez immédiatement que l'on pourrait faire exactement la même remarque en concerne l'Afrique. J'aurais pu écrire Afrique avec un S, compte tenu du fait qu'il y a 54 pays qui peuvent être concernés par ces relations. Mais là, l'objectif que nous avons, c'est beaucoup plus d'essayer de déchiffrer le rôle que peuvent avoir ces acteurs chinois. Alors, pour bien vous faire sentir la dimension du problème, je vais essayer d'énumérer un certain nombre d'acteurs qui sont différents, alors qu'a priori, on pourrait penser qu'ils pourraient avoir des actions comparables. Hein. Et entre autres, vous avez des acteurs étatiques. Et quand je dis acteurs étatiques, je devrais dire des administrations. Vous avez en Afrique, dans les ambassades, à la fois des représentants du ministère des Affaires étrangères et des représentants du ministère du Commerce. Généralement, le représentant du ministère du Commerce arrive au deuxième rang dans la hiérarchie de l'ambassade, c'est le ministre conseiller. Or, ces deux personnages travaillent rarement la main dans la main et sont même très souvent des concurrents ou des adversaires dans la façon de gérer les relations avec le pays où ils sont installés, ou avec le pays hôte. Ne serait-ce que parce que leurs missions sont différentes. Vous avez d'un côté une mission politique, de l'autre côté, vous avez une mission économique. Vous avez aussi ce qui s'est produit en 2003, c'est que le ministère du Commerce a reçu une préséance indirectement dans la définition des stratégies chinoises. Ce qui fait qu'il peut, au sein de l'ambassade, se prévaloir d'une certaine prééminence indirecte sur les collègues, dirons-nous, diplomates. Donc, de ce fait, vous avez déjà là deux institutions qui peuvent avoir des stratégies ou du moins des volontés de mettre en œuvre une stratégie centrale, mais par des biais différents et qui ne vont pas toujours se rencontrer. Et entre autres, les discussions les plus banales tournent autour éventuellement de l'attribution d'un taux d'intérêt pour un prêt, chacun ayant à défendre des intérêts différents. Ça, ce sont les deux acteurs administratifs les plus évidents, les premiers. Mais vous avez aussi un autre acteur plus lointain qui est le ministère des Finances. Et le ministère des Finances, il agit à travers deux institutions. L'une qui est l'Exim Bank et l'autre qui est la China Development Bank. Ces deux institutions financières qui font des prêts à l'Afrique ont l'une comme l'autre des stratégies qui leur sont propres. Et la meilleure illustration de ce fait, c'est que les prêts octroyés par l'Exim Bank apparaissent dans les décomptes de l'endettement des pays parmi les créances bilatérales, alors que les prêts octroyés par la China Development Bank apparaissent parmi les créances privées. Donc, si vous voulez, en ayant imposé cette distinction à la Banque mondiale, les Chinois signalent des stratégies différentes. Or, ces deux institutions sont sous une même tutelle. Donc, vous avez une tutelle qui a là
un comportement que je dirais presque à la limite schizophrénique si on voulait pousser les choses au maximum. Ça, c'est pour l'aspect administratif, l'aspect, dirons-nous, politique. Mais du point de vue économique, vous avez également une multitude d'acteurs et une multitude d'acteurs qui vont aussi avoir des stratégies entrepreneuriales qui ne vont pas se résumer à une stratégie nationale. Alors d'abord, vous avez des acteurs, des entreprises publiques que l'on qualifie de centrales parce que ce sont les entreprises qui sont sous la gestion directe du gouvernement central. Et alors, quand il s'agit d'entreprises publiques qui sont destinées à organiser l'approvisionnement des matières premières, là, effectivement, on peut dire qu'il s'agit d'un rouage direct, immédiat, entre le gouvernement et ses entreprises et qu'elles vont appliquer une politique d'approvisionnement. Mais dès lors qu'on va avoir des entreprises centrales qui ne vont pas avoir cette mission-là, elles vont acquérir une autonomie et donc vont pouvoir définir des stratégies qui ne seront pas des stratégies qui vont pouvoir être, dirons-nous, identifiées à une stratégie nationale. Je pense aux grandes entreprises de travaux publics. Ces grandes entreprises de travaux publics sont des entreprises qui vont faire de l'argent sur place et, dirons-nous, qui vont sortir du territoire chinois pour faire de l'argent et non pas pour remplir une mission stratégique par rapport au développement chinois, autre que ce gain financier. Parmi les entreprises publiques, vous en avez une autre catégorie, qui est la catégorie des entreprises publiques locales, qui dépendent des gouvernements locaux. Et ces entreprises publiques qui dépendent des gouvernements locaux ont des stratégies qui établissent une loyauté première à l'égard du gouvernement local. Autrement dit, lorsque ces entreprises vont intervenir sur des chantiers en Afrique, elles ne seront pas du tout dans le cadre d'une stratégie nationale, sauf le cadre très lointain de la réponse à un mot d'ordre qui est sortir du territoire, s'internationaliser, mais disons que ces obligations premières seront à l'égard de son gouvernement provincial. Alors, si maintenant on passe au secteur des entreprises privées, là aussi, vous allez avoir une multitude de cas. Prenons le cas, par exemple, d'une entreprise comme Huawei, ou bien vous montrez que vous avez aussi, encore une fois, des stratégies entrepreneuriales. Huawei, lorsqu'il s'est agi, il y a quelques années, d'établir des normes chinoises en matière de téléphonie. Il y avait son concurrent chinois, ZTE, entreprise publique, banque publique centrale. Cette entreprise ZTE s'est exécutée immédiatement, a mis en œuvre un programme de recherche. Huawei, immédiatement, s'est refusé à mettre en œuvre une telle recherche en prétextant le fait que son marché ne voudrait pas acheter des appareils dont les normes seraient des normes chinoises et non pas des normes internationales. Et aujourd'hui, c'est Huawei qui finalement a réussi à imposer sa vision et on n'a pas défini de normes de téléphonie purement chinoises qui s'imposeraient à sa clientèle. Donc, vous avez une entreprise qu'on qualifie de privée, même si elle a des liens très étroits d'abord avec le complexe militaro-industriel, mais aussi à travers ses liaisons avec le parti, donc avec le pouvoir. Non, elle a pu prendre une certaine autonomie et imposer des stratégies. Sa présence en Afrique, comme sa présence dans d'autres pays, c'est d'abord le résultat d'une stratégie entrepreneuriale que l'on ne peut pas réduire à une stratégie nationale. Vous avez d'autres entreprises privées. Là, j'ai une musique qui se déclenche. C'est pas chez moi, merci. Hein. D'où l'intérêt de pouvoir d'avoir son micro coupé. Vous pouvez assister tout en faisant autre chose. Bon, donc, je disais donc, vous avez d'autres entreprises privées qui sont de plus petite taille, qui agissent comme des électrons. Et ça, on l'a vu entre autres au Maroc avec la tentative de création d'une zone économique spéciale privée. On l'a vu à Djibouti aussi. Ce sont des entreprises qui sont sorties du territoire chinois, qui ont entrepris un certain nombre d'activités, et elles les ont entrepris totalement librement, et elles se sont cassées la figure tout à fait librement aussi. Alors ça, ce genre d'entreprises-là, elles sont à peu près évaluées à environ 2 à 3 000 en Afrique, auquel vous avez un calcul qui a été mené par le cabinet McKinsey, auquel il rajoute 7 000 entreprises. En fait, les 7 000 entreprises qu'on ajoute, ce ne sont pas des entreprises chinoises, ni au sens statistique du terme, ni au sens juridique du terme. Ce sont des entreprises locales
à la tête desquels vous avez un ressortissant qui est chinois. Bon, c'est un peu comme si aujourd'hui on disait que Renault est devenu italien parce que le patron de Renault est italien. Donc, là, en l'occurrence, pour ces entreprises, il s'agit, dans la très grande majorité des cas, de petites entreprises, quand ce ne sont pas de micro-entreprises, dirigées par des ressortissants chinois. Leurs stratégies sont bien entendu des stratégies totalement déliées de stratégies définies à Pékin, hein, et on ne doit pas, dans la réflexion, dans une réflexion économique en tant que telle, en tenir compte. En revanche, dans une analyse sociologique et politique, leur implication peut être relativement importante. Alors, ça, si vous voulez, c'est pour vous expliquer les difficultés auxquelles on se heurte à chaque fois qu'on essaye d'analyser ces présences chinoises en Afrique, car le discours général, qu'il soit d'ailleurs un discours africain, occidental ou chinois, a tendance à tout ramener à la Chine comme étiquette essentielle qui aboutit à une forme d'essentialisation. Dans l'exposé que je vais faire, car là c'est un préambule seulement, dans l'exposé que je vais faire devant vous, je vais adopter un point de vue macro, c'est-à-dire que je vais effectivement être amené le plus souvent à complètement occulter les distinctions que je viens de faire, mais je les ai en permanence en tête, et si vous voulez, ça m'aide à nuancer les jugements que je peux être amené à effectuer. Alors maintenant, quels sont les axes principaux de l'exposé que je veux faire? Je veux maintenant commencer tout de suite après à faire une introduction. Je viens de faire juste un préambule. Et j'aborderai toute une série de questions, hein, l'aide au public au développement, l'investissement direct, les prestations de services, les échanges de marchandises. Là, j'irai peut-être un peu plus vite parce que je crois que le temps me sera compté. Et je voulais conclure sur des questions d'asymétrie, qui est l'élément qui caractérise le plus la façon dont sont envisagées les relations entre la Chine et l'Afrique. Alors, à titre d'introduction, je voulais faire une comparaison. Cette comparaison ici a pour objet de comparer dans un premier temps le PIB par tête en parité de pouvoir d'achat. La question que je me suis posée, c'est où se placerait la Chine parmi les 54 pays africains. Et aujourd'hui, je constate que la Chine arriverait au 5e rang des pays africains en les classant par PIB par tête en parité de pouvoir d'achat. C'est une situation qui marque une évolution considérable de la part de la Chine, car dans les années 90, en prenant ce critère, quelle que soit par ailleurs sa valeur, en prenant ce critère, la Chine ne serait pas apparue parmi les 25 premiers pays. Puis cela, le 25e pays aujourd'hui, c'est le Cameroun. Je me souviendrai toujours de ce rapport fait par un entrepreneur chinois arrivant au Cameroun en 1998, disant « Ah, ils ont le téléphone et ça marche, c'est pas comme chez nous. » Donc, si vous voulez, vous avez eu une évolution considérable, mais c'est une évolution qui n'était pas du tout gagnée au départ. La Chine partait de très bas, et lorsqu'il y a quelques années, j'ai essayé de voir ce que représentaient les 600 districts chinois considérés comme très pauvres, où on pouvait les situer, la seule comparaison que j'avais réussi à établir, c'était avec le Niger. Donc, vous avez aujourd'hui une Chine, qui est la Chine de la façade maritime, qui offre le spectacle d'une Chine développée, mais elle a tendance à cacher l'ensemble du pays, l'arrière-pays. Plus on rentre dans le pays, plus on va vers l'ouest du pays, plus on rencontre des zones de pauvreté qui ne sont pas immédiatement, qui n'obtiennent pas immédiatement le niveau de vie qui est celui de la Chine côtière. Donc aujourd'hui, la Chine, si c'était un pays africain, de ce point de critère, elle serait au 5e rang entre le Botswana et la Libye en guerre. Prenons un second critère qui soit l'indicateur de développement humain, qui est un indicateur complexe, qui prend à la fois compte du PIB, mais aussi des éléments relatifs au niveau éducationnel ou au niveau sanitaire. Là, vous voyez que le score s'est amélioré puisqu'on est à la 3e place plutôt qu'à la 5e place.
juste devant l'Algérie, juste devant la Tunisie. Et ce que l'on constate, c'est que lorsqu'on passe du premier critère au second critère, c'est l'évolution de la forme du graphique. Dans le premier cas, vous aviez une chute très rapide entre le premier et le 25e pays. Les différences de niveau de PIB par tête étaient considérables. Ici, lorsqu'on prend ces trois critères, vous voyez qu'en fait, la diminution est beaucoup plus lente et beaucoup plus limitée. Et quand je vous disais troisième, la Chine troisième, c'est le niveau de l'Algérie, mais c'est Tunisie, c'est Botswana, la Libye, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Gabon, le Maroc, le Cap-Vert. Donc, si vous voulez, on renforce l'image de la Chine comme étant un pays en voie de développement. Et c'est le fait que la Chine soit un pays en voie de développement. Il y a quelqu'un qui a... Fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Le fait que la Chine soit un pays en voie de développement est un élément qui est excessivement important aujourd'hui dans ses relations avec l'Afrique. Ça permet à la Chine de tenir un discours très fort pour la définition de ses rapports avec l'Afrique. Regardez le discours qui sous-tend la distribution aujourd'hui de vaccins à l'Afrique. Vous voyez, nous, Chine, pays en voie de développement, nous avons été capables, avant les autres, de produire un vaccin contre le Covid. On ne parle pas évidemment de son efficacité moindre, mais c'est autre chose. Nous avons été capables. Et non seulement nous sommes capables de le faire, mais nous sommes également capables de vous le distribuer. Contrairement aux ex-puissances coloniales, contrairement aux pays occidentaux, qui ne sont pas capables de vous distribuer ce vaccin comme nous sommes en train de le faire. Donc, si vous voulez, la Chine, par ce biais, est à même d'établir un certain nombre de stratégies diplomatiques, que ce soit aujourd'hui pour le vaccin, que ce soit hier, c'est pas si longtemps que ça, pour les masques, et ainsi de suite. Et dirons-nous elle ressort tout un discours qui a commencé à partir de la conférence de Bandung et qu'elle a réactivé à cette occasion-là. Mais cette position de pays en voie de développement est effectivement un élément fondamental pour effectivement comprendre les relations qui s'établissent entre la Chine et les pays africains. Alors maintenant, si on voit les choses d'un autre point de vue, autant là on voyait les choses par rapport le PIB par tête, là maintenant prenons le PIB en termes global, PIB en dollars courants du pays, on s'aperçoit que si on prend trois groupes comparables, États-Unis, Union européenne et Chine, la Chine on arrive au troisième rang mais avec 16% du PIB créé, et si on regarde où se trouve l'Afrique, c'est 2,8% du PIB qui est créé. Autrement dit, lorsque la Chine est en relation non pas avec l'Afrique, mais avec un des 54 pays d'Afrique, vous avez une asymétrie considérable qui se crée et qui va peser énormément sur la façon dont les relations entre ce pays africain et la Chine vont pouvoir se définir. Et cela est également reproduit à partir quand vous regardez non plus le PIB en dollars courants, mais le total des échanges de marchandises, où l'Afrique est aussi à 2,7% du montant des échanges globaux sur la planète. En d'autres termes, vous avez ici des ensembles, et entre autres la Chine, qui ont un poids énorme, et vous avez un continent de 54 pays d'Afrique qui a un poids économique très faible. Donc la question qui se pose immédiatement, ce poids économique très faible de la Chine, de l'Afrique, dans quelle mesure fait-il que la Chine peut s'intéresser effectivement à l'Afrique? Alors là, c'est là que j'arrive à la question de la stratégie des nouvelles routes de la soie pour essayer d'expliciter cette question et vous montrer encore de ces aspects, de ces asymétries qui règlent les rapports entre la Chine et l'Afrique. Alors, pour commencer, je rappelle simplement que les routes de la soie, vous en avez deux. Vous avez la route la plus ancienne, qui est la route terrestre, et vous avez la seconde, qui est la route maritime, qui est aussi une route très ancienne, qui s'appelait autrefois la route des céramiques, qui était la route empruntée par les marchands indiens et les marchands arabes, qui allaient s'approvisionner à Canton pour amener des céramiques jusqu'en Occident. Cette route des céramiques, elle a
pu être étendue jusqu'au bassin méditerranéen en 1869 avec l'ouverture du canal de Suez, et jusqu'aujourd'hui, cette route maritime s'étend jusqu'en Europe du Nord. Cette route maritime aujourd'hui est dominée en partie par le danois Maersk, mais également surtout par CMA-CGM. CMA-CGM dont l'ancêtre a été créé en 1851, qui est à l'origine de la création du port de Djibouti, qui est à l'origine, à la fin du 19e siècle, 1878, et qui est aussi un des initiateurs du chemin de fer entre Addis Abeba et Djibouti, c'est-à-dire deux points focaux sur lesquels se concentre en partie l'attention de la Chine aujourd'hui pour l'extension de sa zone d'influence économique. Mais ce que l'on voit ici, c'est que cette route maritime de la soie est aujourd'hui essentiellement vue par la Chine comme étant une route économique à destination du marché européen. Le marché européen est le premier marché chinois devant l'ASEAN et devant les États-Unis. Alors sur cette carte, vous avez le chiffre de 57% qui apparaît, il correspond à la fois à l'Asie et à l'Eurasie. Donc l'ASEAN est compris dedans. Mais si vous, le marché européen, c'est 15%, hein, le marché des conteneurs, j'aurais dû dire, et par contre, l'Afrique est à hauteur de 4%. Donc, cette route maritime, c'est bien une route maritime qui a été ouverte dans des circonstances tout à fait particulières, hein, c'est à la suite des événements de 1989. Qu'est-ce qui se passe en 1989? Tout d'un coup, avec les événements de Tiananmen, les massacres de Tiananmen, la Chine et les sanctions qui en ont découlé pour la Chine s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas uniquement compter ou s'appuyer sur le soutien des pays occidentaux. Les pays occidentaux pouvaient apporter quelque chose. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? C'est casse-pied. Donc, elle s'était rendue compte qu'elle ne pouvait pas uniquement asseoir sa stratégie de développement sur les pays occidentaux. Certes, elle devait compter sur eux du point de vue économique, mais que du point de vue politique, elle devait se trouver des alliés ailleurs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a réorganisé, réfléchi à ses relations avec les pays en voie de développement, en partie, entre autres, avec les pays africains. Et le début des relations, des nouvelles relations avec les pays africains, c'est à partir de 1996, où vous allez avoir un développement essentiellement politique. Donc, si vous voulez, ce que l'on voit se dessiner ici, c'est que vous avez d'un côté une Chine qui s'intéresse économiquement au marché européen, au marché développé, mais qui s'intéresse politiquement aux pays africains. Mais les pays africains, ceux qui sont en train de voir à travers le développement de cette nouvelle route maritime de la soie, c'est qu'il y a une circulation économique à laquelle ils voudraient pouvoir être partie prenante. Autrement dit, vous avez de la part des pays africains une attente qui est essentiellement économique, alors que du point de vue de la Chine, vous avez une attente qui est essentiellement politique. Donc, vous avez là une asymétrie qui s'installe, et ce qui fait que très bien souvent, lorsque vous avez une analyse des relations entre la Chine et l'Afrique, cette distinction a du mal à être prise en compte et tend à attribuer à la Chine le sentiment que l'Afrique lui serait économiquement important. Et nous verrons tout à l'heure à travers les échanges que ce n'est pas le cas. Donc, nous avons cette situation-là. Alors, également, ce que j'ai oublié de dire en passage, c'est que la voie maritime de la soie, ça correspond à 94% du commerce par conteneur entre la Chine et l'Europe. Donc, les routes terrestres dont on parle souvent, dirons-nous, leur importance est excessivement faible, c'est 0,9%. C'est pour le volume des conteneurs. Quand on regarde les échanges par voie aérienne, à ce moment-là, la voie aérienne, ça correspond à 12%, tandis que la voie maritime, ça correspond à environ 70%. On envoie par avion les choses qui coûtent cher. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose, une route maritime qui a été conçue
dans une optique économique avec comme destination le marché européen. Alors, donc, cette stratégie qui a consisté pour la Chine à renouer de façon différente avec les pays africains, entre autres, mais pas seulement, avec les pays en voie de développement de manière générale, pour obtenir un soutien, elle a pris dirons-nous, elle s'est manifestée d'une façon tout à fait évidente à l'occasion de la tenue des assemblées générales de l'ONU. La Chine est le seul pays, depuis que l'ONU existe, qui a réussi à cumuler 4 directions d'agences de l'ONU. Et ce résultat n'a été possible que précisément parce qu'elle a obtenu le soutien des pays africains avec lesquels elle a renoué ou approfondi les relations politiques qu'elle avait, même si cet approfondissement politique passait par des gestes économiques. Alors, nous avons la plus récente, l'élection de la Chine comme directeur à la FAO. Et l'élection est tout à fait évidemment politique, puisqu'en face, vous aviez la représentante d'une ancienne puissance coloniale, et qu'on a préféré un bureaucrate chinois non spécialiste des questions agricoles et alimentaires à une spécialiste des questions agricoles et alimentaires, mais qui représentait les puissances coloniales. C'est un geste politique éminent et fort. Vous avez donc également 3 autres institutions. L'UNIDO. L'UNIDO, c'est devenu aujourd'hui aussi, je dirais, un fief chinois, dans la mesure où vous avez la promotion d'un modèle de développement qui est supposé être le modèle de développement grâce aux instituts, à l'UNIDO, et d'un certain nombre de personnages qui sont liés à un économiste chinois qui s'appelle Li Yingfu, qui a été vice-président de la Banque mondiale et économiste en chef, à un certain nombre d'autres personnages qui sont actuellement très, très actifs en Afrique et qui agissent en VRP des entreprises chinoises. Vous avez aussi les télécoms, l'Agence internationale des télécommunications, qui aujourd'hui, avec toute la discussion, pour dire les choses de façon euphémistique, à propos de la 5G, c'est un poste qui est relativement important également. Et puis, vous avez aussi l'Agence internationale de l'aviation civile, qui est tenue par une femme que tout le monde trouve absolument remarquable, une chinoise absolument remarquable, mais qui arrive à un point nommé dans une bagarre, dans une concurrence entre Boeing, Airbus et la Comac. Et les accidents ou les problèmes rencontrés par Airbus avec son Airbus Max récemment est une illustration parfaite, car ce qui a été immédiatement mis en avant, ce n'est pas tant les problèmes techniques que le mode de certification de l'Airbus, du Boeing. Le Boeing a été auto-certifié par Airbus avec l'aval des autorités de certification américaines. Or, précisément, le problème de Comac en Chine, c'est d'arriver à faire certifier son avion. Et les Chinois ne voient pas pourquoi, si Airbus peut s'auto-certifier, pourquoi eux ne pourraient pas auto-certifier leur avion. Et derrière ça, en embuscade, vous avez Airbus. Car, en fait, la production de l'avion du C-219, ça sera une production sino-chinoise de l'Airbus A320, et équipée avec des équipements essentiellement français. Donc, vous avez ici une bagarre qui se déroule à travers les processus de certification ou la révision des processus de certification. Et il était effectivement très important pour la Chine de pouvoir se trouver à ce niveau-là pour pouvoir avoir un mot à dire et participer effectivement à la révision des procédures de certification des avions pour pouvoir par la suite vendre le Comac C919. Et c'est aussi important, comme je vous disais, pour l'industrie aéronautique européenne et française en particulier, parce que ce sont ces moteurs, parce que ce sont ces équipements qui vont équiper cet avion-là. Donc, vous avez ici l'importance de la politique. En fait, le fait que les pays africains, entre autres, ou en voie de développement,
et soutenu l'élection de cette femme à l'Agence internationale de l'aviation civile, voilà, ça a une implication, c'est un jeu politique, mais qui a des implications économiques qui sont pour le bénéfice, au bénéfice de pays qui ne sont pas des pays africains. Donc si vous voulez, ce que je voulais souligner par ce biais-là, c'est le type de rapport hein, qui peuvent, dirons-nous, être dominés du point de vue chinois dans ce rapport avec l'Afrique. Alors maintenant, je vais passer à des aspects qui sont plus directement macroéconomiques que des aspects politiques, comme je viens de le voir à l'instant, et je voudrais aborder la question de l'aide publique au développement. Disons que c'est la deuxième fois que j'évoque cette question de l'aide au public au développement dans les relations relatives entre la Chine et l'Afrique, parce que c'est une question piège, mais c'était encore une question beaucoup plus piégeuse jusqu'à récemment. Dans ce sens que vous avez des critères qui définissent l'aide publique au développement, qui sont les critères du CAD, de l'OCDE, et vous avez en face la Chine qui refuse l'application de ces critères. Il est évident qu'à partir du moment où on veut comparer l'aide faite par l'un à l'aide faite par les autres, dans un tel contexte, ça revient automatiquement à prendre position pour ou contre l'un, pour l'un ou contre l'autre. Jusqu'à présent, je m'étais donc refusé. Mais les choses ont évolué. Elles ont évolué parce que l'agence japonaise pour la coopération internationale a entrepris depuis un grand nombre d'années d'éplucher tous les comptes rendus de l'activité chinoise pour tout ce qui peut se rapporter effectivement à des éléments d'aide et qui peut être repris dans le cadre d'un calcul. C'est un travail énorme qui est fait et qui est fait relativement avec une relative objectivité. Mais même ça, ces derniers temps, je ne l'utilisais pas. Mais il y a eu une chose différente qui est arrivée au mois de juillet, à savoir que le gouvernement chinois ne parle plus d'aide à l'étranger, mais parle de coopération internationale au développement. Et il reprend indirectement des critères ou des catégories qui sont les catégories ou les critères au cas de l'OCDE. Donc, de ce fait, on a un discours qui se crée qui montre que la Chine est en train de rentrer dans une démarche comparable. Alors, à ce moment-là, reprendre les chiffres a un sens, n'a plus un sens politique, a un sens qui est touristique. Je dis, en fonction des éléments dont je dispose aujourd'hui, voilà l'image que je peux avoir et ça ne vient plus être porter un jugement de valeur, mais un jugement quantitatif. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'évoque ces questions. C'est la deuxième fois que, au cours d'une intervention, que j'évoque ces questions-là parce que je peux le faire avec davantage de recul et moins de jugement de valeur. Alors, les données calculées par le JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, montrent qu'en 2019, la Chine le montant de l'aide chinoise aurait été de 5,9 milliards de dollars, ce qui place la Chine dans ce calcul à 5,40, et ce que les Turcs répondent, nous faisons la même chose. Bon, là on retourne dans un discours politique, mais enfin, disons que cela nous permet de relativement évaluer où l'on se trouve actuellement. Mais l'élément qui est le plus important, c'est l'élément de la comparaison par rapport au PIB du pays. La Suède, avec 5,4 milliards, ça correspond à une ponction de 0,99% du PIB. C'est au-dessus de l'objectif que se sont fixés les pays du CAD, qui est par ailleurs atteint uniquement par le Royaume-Uni avec 0,70. En revanche, la Chine, selon ces critères-là, elle est à 0,04%. Alors, là, il y a deux choses. Soit on constate que la Chine fait un effort très minime, soit on constate que la Chine est un pays encore en voie de développement, et ça peut justifier le fait que l'effort soit beaucoup plus faible
hein, que celui d'un ensemble d'autres pays, des autres pays. Mais enfin, toujours est-il que ça permet aujourd'hui d'avoir une petite idée du point de départ et ça devrait permettre à l'avenir de voir dans quelle mesure la Chine va évoluer par rapport à cette aide publique au développement et surtout le fait que cette aide publique au développement est quelque chose qui va se rapprocher de la démarche entreprise par les pays du CAD sans pour autant faire être sans autant que la Chine ait adhéré au CAD. Donc, une évolution qui est considérable. À mon sens, c'est une évolution politique considérable qui se traduit derrière. Il y a toujours quelqu'un qui a son micro branché. Vous pouvez vérifier que, s'il vous plaît. Thierry, Oui. si je peux me permettre, si tu as les droits d'animateur, tu peux toi-même couper le micro du perturbateur. Tu as raison. Je vais, alors, attendez, alors je vais sortir, ah bah voilà, si je peux faire ça ici, donc... Il vient de fermer son micro. Ah bah, il vient de fermer son micro, très bien. Bon, merci. Donc, je continue. Donc, maintenant, je voudrais aborder la question des flux d'investissement. Dirons-nous les remarques courantes, la Chine, c'est le premier investisseur, un gros investisseur, etc. Tout un discours à propos de l'investissement chinois en Afrique. Alors là, je voulais rappeler un certain nombre d'éléments. D'abord, sur ce graphique qui apparaît, hein, je vous montre l'investissement direct étranger dans le monde et je fais apparaître ensuite en bas en orange, en jaune plutôt, l'investissement sortant de Chine à destination des pays. Alors, c'est un phénomène récent du point de vue global. Hein, c'est un phénomène qui commence à être recensé à partir de 1982, mais surtout à partir de 1985, après les accords du Plaza. Pour la Chine, c'est quelque chose qui commence beaucoup plus tard, hein, qui commence à partir de 2003. Alors, ça commence à partir de 2003. 2003, c'est une année, dirons-nous, emblématique de l'évolution de la Chine. La Chine vient de rentrer à l'OMC en 2001, mais c'est aussi une année où la Chine entreprend un certain nombre de réformes internes, dont la principale, c'est la constitution d'une institution qui, selon l'acronyme anglais, s'appelle la SASAC, qui est chargée de contrôler les actifs d'État, non pas les entreprises, mais les actifs détenus dans les entreprises. Et cette SASAC est chargée par ce biais de créer des champions nationaux qui vont aller s'internationaliser. Et c'est aussi l'année où l'on va recréer un ministère du commerce. Il y avait deux ministères du commerce auparavant, un pour le commerce intérieur, un pour le commerce extérieur. Là, on les fusionne avec le message évident et on produit à l'intérieur pour exporter. Et on va également, à cette époque-là, donner une primauté indirecte ou informelle au ministère du Commerce sur le ministère des Affaires étrangères pour un certain nombre de choses. C'est aussi l'année où l'on va mettre l'accent sur cette stratégie de sortie du territoire, que l'on traduit très mauvaisement en anglais par Going Global. C'est une stratégie qui a été lancée à partir de 1996 à la suite d'une visite du secrétaire général du parti en Afrique, mais qui ne prend son ampleur qu'à partir de cette date-là, cette date de 2003. C'est l'année aussi où la Chine va commencer à colliger des statistiques d'investissement direct à l'étranger, toujours dans le cadre d'un contrôle d'échange. Et on va pouvoir avoir tous les ans la publication de statistiques d'investissement en fonction des pays qui seront publiées par le ministère du Commerce. Et c'est donc à ce moment-là qu'on commence à voir cette surface jaune qui apparaît sur mon graphique. Et en 2019, la Chine a investi dans le monde 8,9% de l'investissement direct mondial, ce qui en proportion de son poids reste encore relativement modeste. Tout à l'heure, je vous avais dit que c'était par rapport au PIB 16% et par rapport au commerce plus de 12%. Alors maintenant, si on regarde la part de l'Afrique dans
l'investissement direct chinois à l'étranger. Là, ce qui était en jaune sur le graphique de gauche est toujours en jaune dans le graphique de droite, et la part qui est réservée à l'Afrique apparaît en bleu. Ça correspond à 2,3% de l'investissement chinois à l'étranger, alors que la part de l'investissement mondial à destination de l'Afrique, c'est 3,5%. Donc, on se trouve dans des proportions un petit peu moindres, mais d'une manière générale, l'Afrique n'est pas une destination privilégiée de l'investissement direct des différents pays. Et le petit pic que vous voyez en 2008, ça correspond à l'achat par la Chine de 20% des parts d'une banque sud-africaine, qui est la Standard Bank. Mais vous voyez que vous n'avez pas de reproduction de phénomènes de ce type, vous n'avez pas une croissance continue, vous avez un aplatissement, une légère remontée en 2018 et pour redescendre en 2019. Que voit-on lorsque l'on s'intéresse au stock? Là, c'était les flux annuels, on s'intéresse au stock. Quand on s'intéresse au stock, alors j'ai comparé à partir des données d'Eurostat la situation dans laquelle pouvait se trouver la Chine. Alors, j'exclurai le cas des Pays-Bas, qui est une situation très particulière, car du fait de son statut de paradis fiscal, on ne sait pas trop qui a investi à partir des Pays-Bas à destination de l'Afrique. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est la place occupée désormais par la Chine et sa signification. Le fait que la Chine arrive en 2018 au deuxième rang des pays détenteurs d'un stock d'investissement en Afrique est significatif. D'une part, du faible niveau d'investissement de tous les pays, quels qu'ils soient, en Afrique, et d'autre part, de l'importance indirecte dont la Chine va acquérir de ce fait. Cela illustre, si vous voulez, le fait que la Chine, tout en investissant peu, devient un investisseur important pour les pays africains. Là aussi, on est en pleine asymétrie selon la façon dont on va porter le regard. D'un point de vue global, c'est pas grand-chose. Pour les pays africains, ou pour l'Afrique dans son ensemble, compte tenu de la faiblesse des investissements généraux, ça devient important. Alors, j'ai voulu pousser les choses un peu plus loin parce qu'il y a un discours qui est de dire que les pays occidentaux, les anciennes puissances coloniales, abandonnent l'Afrique, et n'investissent plus en Afrique. J'ai donc établi une comparaison entre l'Afrique et la Chine et le comportement des différents pays. Et ce que je vois, c'est que la France en Afrique a un stock d'investissement de 46 milliards, alors que son stock d'investissement en Chine n'est que de 21 milliards. Pour les États-Unis, il y a une situation inverse. Le Royaume-Uni est dans une situation comparable à celle de la Chine, de la France. L'Italie aussi. L'Allemagne et le Japon sont dans la même situation que les États-Unis. Le Portugal et l'Espagne sont aussi dans une situation qui sont comparables à celle de la France et du Royaume-Uni, où ils investissent prioritairement en Afrique et accessoirement en Chine. Ça correspond effectivement au fait à une question de proximité géographique et aussi à des relations historiques. Il est évident que dans cet ensemble-là, les États-Unis et le Japon sont proches de la Chine, et donc, a priori, ils n'ont jamais été dans la position d'avoir colonisé la Chine. Le seul pays qui est entre les deux, c'est l'Allemagne, qui a été plus ou moins colonisateur, mais du fait de ses caractéristiques industrielles, privilégie davantage la Chine. Mais il est tout à fait ici remarquable que de constater que, quelle que soit la faiblesse de leurs investissements en Afrique, les pays, les anciennes puissances coloniales, d'une manière générale, investissent tout aussi faiblement, ou encore plus faiblement, en Chine. Alors, donc, comme je vous disais, la Chine n'investit pas beaucoup en Afrique, mais son investissement compte beaucoup pour l'Afrique, et il y a tout un discours pour donner le sentiment que la Chine est un investisseur considérable. En fait, tout ce discours est basé sur des erreurs conceptuelles. Ces erreurs conceptuelles ont d'ailleurs été véhiculées par
le Financial Times dans son rapport de 2017 sur l'investissement en Chine. Quand vous faites ce rapport, vous voyez que le Financial Times attribue un investissement chinois en Égypte de 33 milliards de dollars. Alors, vous voyez que par rapport aux chiffres que je viens de vous donner, ça pose un problème. 33 milliards de dollars. Quand vous allez vous rechercher l'information, vous vous rendez compte que ce qui a été signé entre une entreprise chinoise et le bureau de l'investissement du ministère du Logement égyptien, c'est un protocole d'accord au terme duquel l'entreprise chinoise, le bureau d'investissement autorise l'entreprise chinoise à mener des études de faisabilité et de rentabilité pour la construction de logements dans la future nouvelle capitale égyptienne. En d'autres termes, ce n'est pas du tout un investissement qui est effectué, c'est simplement des calculs ou des études qui sont confiées à une entreprise chinoise qui sera peut-être par la suite autorisée ou choisie pour assurer la construction, qui pourra peut-être démarcher les institutions chinoises pour aider le gouvernement égyptien à financer, mais en aucune façon, et il est prévu que ce soit un investissement de cette entreprise qui serait ipso facto propriétaire des logements qu'elle aurait construits. Mais le plus beau de l'histoire, c'est que 2 ans plus tard, en 2018, le gouvernement égyptien a arrêté toute discussion avec cette entreprise car il n'avait pas à se mettre d'accord sur un programme de construction qui soit rentable pour les deux parties. On aurait pu penser que cette erreur était unique dans le rapport. Non, j'ai trouvé une autre erreur, exactement la même, à propos du port de Cherchell, en Algérie, où également le gouvernement algérien avait conclu un accord avec une entreprise de construction chinoise pour qu'elle construise le port de Cherchell et pour que cette entreprise amène le gouvernement chinois à autoriser un financement chinois et avec organisation d'une structure pour le remboursement, pour organiser le remboursement ou garantir le remboursement de ces emprunts aux institutions chinoises. Et de la même façon qu'en décembre 2018, le projet, la discussion avec l'entreprise chinoise et l'Égypte échouait, la discussion avec l'entreprise chinoise et le gouvernement algérien ont aussi échoué en décembre 2018, faute de pouvoir se mettre d'accord. Là, en l'occurrence, il semblerait qu'ils aient retrouvé un accord et que le programme soit de nouveau relancé cette année. Mais à chaque fois, on a comptabilisé un investissement qui n'avait pas eu lieu comme étant un investissement, hein, et de surcroît, on l'a comptabilisé comme étant un investissement chinois, alors qu'il s'agissait dans un cas d'un investissement égyptien et dans l'autre cas, un investissement algérien. Et il est évident que par ce biais, il est relativement facile d'arriver à des chiffres relativement fantaisistes montrant une présence d'un pays qui investirait de façon considérable. Il y a une confusion à la fois entre investir et financer, également investir et prestation de services. Or, cette confusion, elle est nullement présente dans les documents chinois. Thierry, on ne t'entend plus. Hein. Thierry, ton micro est coupé. Voilà. Ça va maintenant? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, c'est bon. Hein, c'est bon. C'est bon, ok. Donc, cette définition de l'OCDE et du FMI, elle est rappelée tous les ans en première page du communiqué annuel du MOFCOM sur l'investissement direct étranger. Ils adoptent la définition chinoise. Donc, on ne peut pas prétexter des chiffres chinois pour dirons-nous, détourner l'analyse que l'on peut faire de la réalité. En fait, si on reprend les chiffres chinois, qui ne sont pas pires que les chiffres occidentaux,
Hein, les chiffres occidentaux concernant les investissements directs à l'étranger sont relativement aléatoires. Il suffit de voir les difficultés que l'Europe a à publier de tels chiffres. Ils avaient fait une première série, ils sont interrompus parce que ça ne marchait pas. Ils en ont repris une récemment. Donc, c'est quelque chose qui était relativement difficile. La Chine a un avantage, c'est qu'il y a encore un contrôle d'échange. Donc, on peut au minimum chiffrer un certain nombre de flux. Donc, quand on voit que les différences qui peuvent exister entre les évaluations chinoises et les évaluations fantaisistes du Financial Times, au moins il aurait été scientifiquement important de se poser la question de savoir pourquoi on arrivait à des chiffres aussi différents. Or, ça, ils ne l'ont pas fait, et c'est effectivement une partie du discours qui est répétée, et on a retrouvé dans un certain nombre de publications scientifiques sanctionnées par les revues à comité de lecture, l'analyse du Financial Times qui méritait en fait d'être très critiquée. Alors, pour bien se rendre compte de la différence qui existe entre le montant des investissements, c'est-à-dire ça correspond à des flux qui rentrent, et le montant des prestations qui vont donner lieu à des paiements, donc à des flux qui sortent pour le pays, je vous ai établi ce graphique qui commence à partir de 2003 jusqu'à aujourd'hui, 2019. Alors en 2019, vous voyez que vous avez entre l'investissement qui rentre et le paiement des prestations de services qui sortent, vous avez un facteur de 1 à 17. Les pays africains ont dépensé 17 fois plus que ce qui a pu être investi dans ces pays africains. Bien. Si je regarde ce chiffre de 2,7 milliards, si je veux lui donner un sens, je peux le comparer. Faisons abstraction du fait que ça soit distribué dans 54 pays. Et 2,7 milliards, ça correspond à la somme investie par l'entreprise Dongfeng dans Peugeot. Donc, si vous voulez, vous avez d'un côté une entreprise chinoise qui a investi dans Peugeot, sa participation de 2,7 milliards. Dans l'autre cas, vous avez une multitude d'entreprises qui peuvent investir en Afrique, dans 54 pays d'Afrique. Quand on arrive au bout, ça ne fait pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en fait, ici, l'élément important, ce n'est pas tant l'investissement ou les investissements que peuvent réaliser les entreprises chinoises en Afrique, mais la participation à la construction d'infrastructures, d'investissements en infrastructures, mais investissements faits par les pays africains, avec l'aide des entreprises de construction chinoises et avec, dirons-nous, des financements chinois. Alors, là, j'ai un problème, c'est qu'il est déjà 15 heures passées. Je vais donc être obligé d'aller très vite parce que sans ça, je ne pourrais pas aller, je ne pourrais pas répondre à des questions. Excusez-moi, je me suis laissé emballer. Bon, donc je passe sur les questions de financement, les questions de dette. Bon, j'arrive maintenant aux questions d'échanges commerciaux. Et alors, ce que je voulais signaler, c'est qu'effectivement, la Chine aujourd'hui, essentiellement depuis les débuts des années 2000, a considérablement augmenté ses ventes, ses exportations à destination des pays africains. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il y a un nouvel acteur, les parts de marché des autres acteurs vont forcément diminuer, mais ce n'a pas du tout signifié dans le même temps que le volume exporté à partir des pays développés, des pays de l'Union européenne ou des États-Unis, est diminué. Au contraire, dans la même période, vous avez eu une augmentation moins rapide, c'est normal parce qu'on ne part pas de zéro, hein, mais vous avez eu continuellement une augmentation des exportations des pays européens, des pays développés à destination de l'Afrique. Alors, vous avez éventuellement des phénomènes de niche, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont vendus à l'Afrique qui ne seraient pas vendus par les pays européens ou les pays occidentaux parce qu'ils ne les fabriquent plus ou qu'ils ne peuvent plus les fabriquer. Mais vous avez surtout un autre problème, c'est que vous avez beaucoup de produits qui sont vendus à l'Afrique qui sont en fait des produits fabriqués par des pays occidentaux délocalisés en Chine. Vous avez aussi beaucoup de produits qui sont des produits occidentaux fabriqués
sous licence en Chine avec des marques chinoises et vendues aux pays africains. Je prends par exemple l'exemple des camions. Les camions qui sont vendus aujourd'hui en Afrique avec des noms, avec des marques chinoises, ce sont soit des marques, des camions MAN sous licence, soit des camions Mercedes sous licence, soit des autocars Toyota sous licence. Et donc, in fine, ce sont bien des produits qui sont fabriqués en Chine, mais dont le bénéfice du processus va revenir à une entreprise occidentale. C'est donc, en fait, la Chine agit comme intermédiaire. Et donc, cette importance prise par les produits fabriqués en Chine ne doit pas cacher une mondialisation des processus qui, in fine, finissent toujours par profiter aux mêmes entreprises qui restent encore généralement des entreprises occidentales. Alors, et ça, ce n'est pas que pour les secteurs les plus avancés, encore que l'automobile, les moteurs thermiques, c'est les moyennes technologies, mais même pour des vêtements bon marché. H&M fabrique en Chine, mais exporte aussi en Afrique. Les jeans qui sont fabriqués en Chine, pour certains, vous allez en Algérie, vous en avez qui vont arriver directement de Chine, ce seront les jeans bon marché. Ceux qui vont passer par Aubervilliers et qui pourront avoir l'étiquette Europe et qui vont être vendus plus cher. Donc, vous avez ici des circuits qui sont des circuits de la mondialisation qui gonflent le montant des produits effectivement vendus aux pays africains, alors qu'en fait, si on prend le chemin des chaînes de valeur, on peut remettre en perspective ce processus et voir que la domination de la Chine dans certains secteurs est plus relative qu'elle ne pourrait apparaître brutalement à travers des statistiques qui prennent en compte uniquement le dernier pays par lequel sont passées les marchandises. En ce qui concerne les exportations, les problèmes sont un petit peu différents. En ce sens que vous avez le problème de l'extractivisme qui apparaît immédiatement, à savoir qu'un certain nombre de pays sont amenés à vendre leurs matières premières sans que ces matières premières soient transformées sur place. Il est évident que la transformation est assez difficile. Claire Minguy, qui s'intéresse à la bauxite et à ces problèmes-là, pourra, je pense, le confirmer. Mais les richesses de la bauxite guinéenne, dans la mesure où la transformation de cette bauxite va se faire en Chine, ne serait-ce que parce qu'on ne dispose pas des quantités d'énergie indispensables en Guinée, prive la Guinée d'une possibilité de créer un substrat industriel relativement important. Ce qui nous amène au problème de l'investissement, dont je vous parlais tout à l'heure. Les investissements chinois en Afrique, quand ils se font dans les secteurs industriels, ils ne se font pas dans des secteurs industriels capitalistiques. Ça, c'est au bénéfice des pays développés, mais dans des secteurs industriels à prédominance de main-d'œuvre. Vous avez qu'à penser à cet exemple qui est mis tout le temps en avant des entreprises de chaussures chinoises en Éthiopie. Ce sont des industries de main-d'œuvre. Vous avez juste à côté des ciseaux et des machines à coudre. Bon, donc, si vous voulez, ça peut participer, mais très faiblement, au développement d'une industrie et à des transferts de technologie. On a également évoqué le problème de la dépendance que pourrait avoir la Chine à l'égard des pays africains par le biais de ces exportations de matières premières. Alors là, j'ai juste derrière un tableau pour vous montrer la situation telle qu'elle est. En fait, la dépendance n'est pas la dépendance de la Chine aux sources d'approvisionnement africaines, mais la dépendance des pays africains à leur marché chinois. La Chine a été suffisamment astucieuse pour s'organiser de telle sorte qu'elle ait tout un ensemble, toute une palette de fournisseurs entre lesquels elle va jouer et qu'elle va choisir en fonction des disponibilités, des prix, des conjonctures politiques et sociales, et vous pouvez avoir des variations considérables. Ce qui fait que, effectivement, l'Afrique du Sud va arriver au 5e rang des fournisseurs de la Chine, mais avec 4% seulement des importations chinoises. Et quant aux autres pays, c'est 2%, 1%. C'est-à-dire que ce sont des fournisseurs que l'on peut pratiquement remplacer au pied levé.
Hein, vous avez à peu près la même chose avec les combustibles, le pétrole. Alors l'Angola, 4e rang, 7%, mais on a bien vu le rôle entre l'Iran était passé un jour premier, puis est redescendu. De même, vous avez ce jeu-là avec la Russie. Bon, donc, si vous voulez, vous n'avez pas de stabilité dans les fournisseurs. Vous avez des fournisseurs qui sont plus importants, mais toujours susceptibles d'être remis en question. Donc, la dépendance, ce n'est pas la dépendance de la Chine à l'égard de ses sources d'approvisionnement, c'est la dépendance des sources d'approvisionnement à l'égard du marché chinois. Et ça, l'Australie est aujourd'hui en train d'en faire l'expérience cruelle et amère. Bon, donc, alors je continue en cavalant. Alors, si je veux résumer l'ensemble des relations économiques entre la Chine et l'Afrique, là, je vous ai repris d'abord l'investissement direct et je vous ai comparé au montant des contrats clés en main qui ont été livrés à la Chine les mêmes années, hein, et ensuite les contrats qui ont été signés la même année. Donc, ce sont des sommes qui sont inversées ultérieurement. Mais vous voyez qu'on est encore dans des dimensions qui sont très supérieures. Et puis, si je compare aux importations et aux exportations, on est encore, hein, on est sur 100 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a affaire à des relations essentiellement commerciales et très accessoirement des relations d'investissement. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein, d'une part, des problèmes d'asymétrie, selon le regard que l'on peut avoir. La Chine n'est économique. L'Afrique n'est économiquement pas importante pour la Chine, mais peut être importante pour les entreprises chinoises qui vendent. Et l'Afrique est importante politiquement pour l'Afrique. Donc, vous avez toute une série de regards, et c'est pour ça qu'il est très difficile de pouvoir définir une stratégie chinoise tant qu'il y a cette multiplicité d'acteurs et tant il y a d'asymétrie dans le jeu que peuvent jouer les acteurs. Excusez-moi, j'ai été trop long et je termine un petit peu en queue de poisson, et je tâcherai de répondre à vos questions maintenant. Voilà, merci Thierry. On profitera peut-être des questions effectivement pour aller plus loin sur certains points. Donc là, il y en a déjà une qui est posée par Thierry. Thierry dit, au regard des données fournies, en quoi l'asymétrie Chine-Afrique est-elle différente des asymétries USA, enfin États-Unis, Afrique, ou même Allemagne-Chine? Alors, la première chose que je répondrai, c'est que pourquoi je mets cet accent sur cette asymétrie, c'est précisément pour aller à l'encontre des discours que l'on a actuellement, qui tendent à tout mélanger. Donc, il importait pour moi, hein, de bien montrer quelle était la nature des relations que les uns pouvaient entretenir avec les autres. Alors après ça, effectivement, on peut aller au-delà et se poser la question de savoir si les relations entre la Chine et l'Afrique sont différentes de nature de celles que les États-Unis et l'Afrique peuvent entretenir. Je dirais oui, ne serait-ce que par les quantités déjà. Hein. Mais, et d'autre part, le fait que les États-Unis ont certainement pas besoin de la même façon, politiquement parlant, de l'Afrique dans ses rapports avec le reste de la planète. Mais disons que c'est effectivement un aspect, hein, qu'il faudrait, une comparaison que l'on pourrait monter, mais ce n'est pas l'objet, moi, de ma démarche. L'objet premier de ma démarche, c'est d'essayer d'arriver à une vision un petit peu plus froide des relations pour remettre en question tout un narratif qui tend à totalement brouiller les pistes, tel que ce soit un discours anti-chinois d'Occident et un autre un discours anti-occidental de la part de la Chine, et des discours qui sont plus ou moins mélangés, tantôt anti pour l'un, anti pour l'autre, de la part des pays africains. Voilà, merci Thierry. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent être formulées par le chat? Sinon, Thierry, tu peux peut-être reprendre, voilà, une deuxième de Thierry Montalieu. Alors, il dit la vision d'une Chine prédatrice dans le secteur des matières premières, donc c'est une matière par exemple minérale ou agricole. Est-ce que cette vision d'une Chine prédatrice est encore d'actualité? Et il prolonge en disant qu'est-ce qu'il en est maintenant des implications de la Chine dans les secteurs high-tech en Afrique? Alors, il fait référence à China Africa Tech Initiative. Alors, ce sont deux questions. La première chose, la Chine est prédatrice au même titre que les autres pays
à partir du moment où il y a, dirons-nous, extraction, je dirais que je qualifierais de brutale, sans qu'il y ait derrière création, sans qu'on puisse derrière créer un tissu industriel sur cette base-là. Donc, en ce sens, et on peut renvoyer les différents partenaires de l'Afrique dos à dos, ils ont tous des comportements prédateurs, peu ou prou selon les pays. Alors, le problème de l'aspect technique ou de contribution technologique que la Chine peut offrir à l'Afrique, il faut voir à quel niveau on se place. D'abord parce que, fondamentalement, il y a une très grande dépendance technologique de la Chine à l'égard des pays occidentaux. Disons que si aujourd'hui la Chine, et on coupait la Chine de ses sources de puces, elle ne pourrait plus vendre un seul téléphone en Afrique, qu'elle les fabrique en Chine ou qu'elle les fabrique en Afrique. Un certain nombre d'études récentes qui ont pu apparaître montrent la vulnérabilité de la Chine en cette matière. Donc, la Chine peut effectivement utiliser une expérience qu'elle a pu acquérir, entre autres en matière de téléphonie mobile, pour éventuellement participer à un développement des communications téléphoniques en Afrique, en particulier pour tout ce qui est les procédures de paiement téléphonique. Ça, elle a effectivement une expérience, encore que cette expérience, elle soit bien souvent très surévaluée ou évaluée, je pense, un peu de travers, mais elle a effectivement acquis une expérience. Et cela, si vous voulez, ce qui permet d'établir le pont le plus facilement, c'est le fait que la Chine est un pays qui est sous-développé du point de vue bancaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure bancaire aussi vastement installée que dans les pays occidentaux ou que dans les pays développés. Et il n'y a pas cette structure sur laquelle on peut s'appuyer de la même façon. Donc, on est bien obligé de passer par un autre biais, et c'est également cohérent avec l'équipement téléphonique. Nous avons ces équipements téléphoniques filaires installés en Europe depuis très longtemps, et ça on n'a pas non plus l'équivalent en Chine, et on n'a pas l'équivalent non plus en Afrique. Et de ce fait, la façon dont la Chine a pu pallier ce problème-là, et très certainement offre la possibilité, dirons-nous, d'un transfert de technologies, de méthodes aux pays africains qui correspondent à des expériences qui ne sont pas celles des pays européens ou des pays occidentaux d'une manière générale. Ça, c'est tout à fait évident. Mais disons qu'il restera toujours le fait qu'aujourd'hui, la Chine est très dépendante du point de vue technologique des pays occidentaux. Lorsque l'on fabrique un iPhone, la valeur ajoutée chinoise sur un appareil de 1000 €, c'est 10 €. Et précisément parce que tous les éléments importants ont été fabriqués ailleurs et n'ont pas été fabriqués ni conçus en Chine. Ok, merci. Alors, il y a une question de Francis Kern sur l'aide publique au développement. Francis dit la faiblesse de cette aide publique, est-ce qu'elle est la conséquence de l'importance des contrats chinois? Je peux peut-être le reprendre oralement. Oui, vas-y. C'est que si tu veux, merci beaucoup en tout cas Thierry, parce que là, ça permet effectivement de remettre en exergue. On a peut-être beaucoup de fausses idées sur la présence chinoise en Afrique, et c'est merci pour sa clarification que tu apportes dans ton exposé. L'initiative qu'a pris l'ATM de ce webinaire où tu peux t'adresser. Moi, je suis ton séminaire Chine-Afrique depuis longtemps, quand on pouvait en présentiel, maintenant en distanciel, et là, de pouvoir nous en parler. Mais je m'étonne quand même, si tu veux, dans ta présentation, évidemment, beaucoup d'informations, là, je les découvre, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais quand dans l'APD, la Chine apparaît avec 6 milliards de dollars dans le schéma que tu présentais tout à l'heure, par rapport à l'Allemagne à 24, la France à 12, etc., est-ce que c'est cette faiblesse, comme tu disais, affichée de l'APD? C'est parce qu'en fait, elle ne suit pas les définitions de l'OCDE du CAD de l'OCDE là-dessus, et qu'en fin de compte, il y a des investissements. Alors, tu as dit, il ne faut pas confondre investissement, IDE, financement, réalisation de contrats, et c'est peut-être là que ça joue, ou de mise en œuvre d'entreprises chinoises en Afrique. Alors, moi, j'ai des études de cas.
On avait fait un papier là, aux ATM de Grenoble sur les joint ventures, l'importance des joint ventures entre les firmes chinoises et les firmes africaines. Deuxièmement, l'année dernière, sur l'importance des travaux dans la construction des gigantesques barrages hydroélectriques, en particulier, bon, celui-là n'est pas encore construit, le projet Nga au Congo, mais il y a aussi le projet qui a été fait en Éthiopie. Donc, on a quand même des exemples inimaginables d'investissements colossaux. Alors, tout dépend après comment on les analyse. Ce n'est pas des IDE, c'est des entreprises chinoises qui travaillent sur ces grands travaux. Voilà, je pense qu'il y a quand même encore, si tu veux, de telles confusions qu'à la fois pour toi, on surévalue, mais de l'autre, quand on voit aussi la présence et le type d'investissement qui se fait, voilà, elle est quand même aujourd'hui, alors je dirais, très importante. Alors, c'est au point que, bon, un certain nombre de travaux te disent quand même que l'Union européenne, dans le domaine de l'investissement et en particulier l'extractivisme, aujourd'hui est quand même devancée par la Chine. Voilà, alors voilà, alors, là, j'ai la tête très grosse parce que tu as balancé trop de choses. Beaucoup de choses. Alors, je vais reprendre d'abord la question de l'aide. La question de l'aide, c'est une question qui est très intéressante. Parce que pendant très longtemps, bon, comme je disais tout à l'heure, la Chine a refusé de rentrer dans le cadre des définitions du cadre. Ça, c'est déjà une chose. Mais elle allait plus loin que ça. Voilà. Elle disait, je ne fais pas d'aide, je fais du commerce. Et chaque fois que je donne quelque chose, c'est un bonus commercial. Voilà. Donc, quand je construis un stade gratos, c'est un bonus commercial, ça me permet d'avoir. Et le meilleur exemple de ça, c'est l'opéra d'Alger. L'opéra d'Alger, c'est Bouteflika qui a été voir les Chinois en disant, bon, on vous a donné les 2/3 de l'autoroute Est-Ouest, maintenant, il faut renvoyer l'ascenseur. Nous, chez nous, on pratique le bakshish. C'est le texte officiel que j'avais lu à l'époque, hein, et vous nous faites un opéra. Mais les Chinois ont dit banco. Ils ont fait un opéra. Alors, ou bien on le considère comme un don, ou bien on le considère comme un bonus. Alors, dans le discours chinois initial, c'est un bonus. Dans le discours qui veut se rapprocher des termes du cadre, ça peut être considéré comme un don. Bien. Donc, tous ces éléments-là, on est aujourd'hui, on a été pendant quelque temps dans une position un petit peu intermédiaire, où le discours chinois a accepté l'idée d'aide et ainsi de suite, et à tel point que tout était devenu d'aide. Je vous vends sans autobus, c'est de l'aide. Je fais un investissement dans une entreprise, c'est de l'aide. Tout était devenu de l'aide. Et puis de la coopération. Et puis on a recommencé à distinguer un peu. Et jusqu'à ce qui est arrivé, comme je disais tout à l'heure, le livre blanc qui est paru en janvier de cette année, hein, le livre blanc sur dirons-nous, je sais plus, j'arrive plus à retrouver le nom, sur le développement, sur la coopération au développement international, coopération internationale au développement, où là, on redéfinit les termes, où ce qu'on appelle de l'aide aux pays étrangers, c'est devenu simplement un petit élément dans un ensemble, mais avec des catégories avec lesquelles il est plus facile de faire un pont. Bon. Alors ça, on est donc sur une réalité conceptuelle qui est mouvante. Donc ça ne facilite pas l'analyse. Hein. Mais enfin, moi, ce que je constate et ce que j'apprécie, c'est qu'il y a, dirons-nous, une reconnaissance de la qualité d'une démarche. Nous ne sommes pas arrivés du jour au lendemain à définir les critères qui sont ceux du cadre. S'il y a eu un accouchement qui a été long, hein, ben, la Chine a eu besoin aussi, elle, d'un temps de gestation. Alors, ce qu'il faut donc voir, c'est que ça a toujours été, et ça fait partie justement, quand je disais tout à l'heure, que les discussions entre le ministre conseiller de l'ambassade et l'ambassadeur, c'est que précisément, le ministre conseiller, il a une vision économique. Et pour lui, c'est quand il fait une réduction de taux d'intérêt, ça doit être réfléchi de façon commerciale. Tandis que l'ambassadeur, lui, il est dans une démarche politique et il voit ça comme étant réellement une aide. Donc si vous voulez, même à l'intérieur, il y a cette espèce de schizophrénie entre les institutions qui ont des stratégies différentes et donc qui vont avoir des interprétations différentes de la même action. Donc c'est tous ces éléments-là qui faisaient que, précisément, comme je disais tout à l'heure, je m'étais jusqu'à présent toujours refusé à rentrer là-dedans,
parce que ça devenait, me dire quelque chose, ça devenait forcément politique. Et alors aujourd'hui, j'ai repris les chiffres, qui sont des chiffres qui sont calculés par le JICA, hein, l'agence japonaise de coopération internationale, qui résultent d'un exercice qui a été mené depuis, je crois, à peu près 5 ans, hein, et qui consiste à reprendre tout ce qui a été fait à l'étranger et puis sortir dans tout ce qu'ils ont trouvé, tout ce qui peut rentrer comme qualificatif d'aide au sens du cadre. Donc, ils ont été tout recherchés, tout démontés. C'est un travail phénoménal. Il n'y a que les Japonais ou éventuellement les Allemands pour faire ça, hein. Mais c'est parce qu'il faut avoir une équipe de gens qui font ça du soir au matin. C'est non. Donc, ça, c'est voilà. Alors, la seconde chose qui est arrivée par derrière, c'est qu'il y a une autre confusion que je n'ai pas évoquée, c'est la confusion entre investissement et concession. Alors là, j'ai trouvé récemment, pour bien illustrer la chose, quelque chose que je n'avais jamais vu. J'ai fait par hasard des statistiques concernant les prestations de services rendues par la Chine à la Grèce et les investissements effectués effectivement en Grèce. Et j'ai regardé ça par rapport à l'opération du port du Pirée. L'opération du port du Pirée, elle est faite en 2 morceaux, hein. Elle est faite d'abord une concession pour le port terminal 2 et une concession pour le terminal 3. Et cette opération-là, elle ne se traduit ni dans les investissements, ni dans les prestations de services. Pourquoi? Parce que comme c'est une concession, tout ce qui a été dépensé par les entreprises chinoises sont des frais d'exploitation. Donc, il n'y a pas de raison que ça apparaisse là. En revanche, lorsque Costco a racheté 51% des parts de la société qui se chargeait de gérer le port du Pirée, là, ça apparaît dans l'investissement, parce que ça a été effectivement un investissement. Donc, si vous voulez, ça c'est mon évolution personnelle. À côté de l'investissement, je vois qu'il faut distinguer les prestations de services, mais je vois aussi qu'il faut distinguer les coûts d'exploitation dans le cadre des concessions. Or, que ce soit, ces 3 opérations sont généralement très vaillamment considérées comme étant des investissements, alors que les flux financiers ne sont pas forcément dans les mêmes directions. Et donc, tout à l'heure, lorsque tu as parlé d'un certain nombre d'opérations, hein, en fait, on tombait, et entre autres en Éthiopie, on tombe sur des concessions. Donc, à partir du moment où il y a des concessions, il n'y a pas de raison que ce qui est dépensé par le concessionnaire soit considéré comme un investissement du concessionnaire chez le concédant, ni une prestation de service au concédant. Car lorsque le concessionnaire va partir, tout ce qu'il a pu construire, tout ce qu'il a pu amener, ça ne lui appartient pas. Hein, j'achète une grue pour le port que je vais exploiter pour me rembourser. Le jour où je pars pas avec ma grue. Ma grue ne m'appartient pas. Or, quand même, le critère de base, je dirais simple, hein, pour distinguer ce qui est un investissement, c'est qui est le propriétaire. Ou du moins, qui a des parts qui peuvent s'apparenter à un droit de propriété. Or, si on fait bien cette distinction-là, et d'ailleurs, on est un autre exemple récent, c'est l'échec de la zone économique à Pointe-Noire, où la société chinoise, la Coïdi, qui était un groupement, un consortium d'intérêts chinois, vient de claquer la porte, précisément parce que le gouvernement ivoirien a refusé de leur concéder la propriété des terrains sur lesquels ils allaient travailler. Donc, on voit bien que tout s'articule à propos d'un problème de propriété. Si la zone économique spéciale est basée sur un terrain dont le promoteur chinois est propriétaire, à ce moment-là, c'est une enclave comparable à ce qu'il y avait à Hong Kong ou à Shanghai au 19e siècle, au 20e, au 19e siècle. Ils vont faire la loi. Des concessions. Hein, mais des concessions au sens international, pas au sens économique. Mais donc nos approches, nous, elles exigent d'être en alerte en permanence avant de qualifier une action. C'est quelque chose, dirons-nous, de très fort dans ce que l'on doit faire, et être capable systématiquement être capable de qualifier justement, le plus justement possible, et sans que ça soit en même temps une prise de position politique.
parce que on est toujours à la merci de ça, c'est d'interpréter les choses d'une façon politique. Et dans tous ces éléments-là, il y a aussi un autre aspect, on est contaminé par les narratifs, en fait par le narratif chinois essentiellement, hein, qui fait que parfois on brouille totalement les choses. L'exemple le plus emblématique pour moi, c'est l'exemple du port de Kribi au Cameroun, où les Chinois disent le port de Kribi, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, jusqu'au jour où Bolloré en a eu marre et leur a dit écoutez, il faut pas charrier, si vous êtes là, c'est parce que nous, Bolloré, on est venu le chercher, c'est nous qui avions la concession. Si vous êtes maintenant des concessionnaires, c'est parce qu'il a fallu monter un processus pour vous garantir le repaiement du prêt accordé par l'Exim Bank. Et que d'autre part, il y a d'autres concessionnaires qu'ils appellent la CMA-CGM, et si le port marche, c'est bien à cause d'elle. Si le trafic du port a doublé en 2020 par rapport à 2019, c'est parce que CMA-CGM a bien choisi de travailler à Kribi. Donc, il y a d'un côté un narratif, une mise en scène systématique, et de l'autre côté, la majorité des cas, un mutisme total sur ce qui se fait. Ça ne facilite pas les choses. Thierry, juste un point, après j'arrête. En fait, tu serais d'accord de dire qu'il y a une zone grise, parce que moi, ce qui m'a étonné dans ta présentation, mais qu'on savait, l'IAPD est très faible par rapport à d'autres donateurs, que les IDE sont aussi très faibles, tu viens de le montrer, mais qu'il y a toute une zone grise que tu viens d'illustrer avec le cas du port de Kribi, où c'est un système de concession et de prestation, et que c'est là que se joue cette présence chinoise en Afrique. Ah ben oui, alors elle se joue surtout dans la vision des gens. Parce que lorsqu'il n'y a pas de route et que tu crées une route, tout le monde la voit. Et de surcroît, tu vois que c'était d'une entreprise chinoise parce qu'il y a des grands panneaux en français et en chinois, en anglais ou en chinois. Tu as éventuellement des travailleurs chinois qui sont sur le chantier. Donc, ça se voit. Alors que lorsque tu vas créer dans une zone économique spéciale comme en Éthiopie une unité de production chinoise, tu auras un Chinois qui dirige, peut-être un ou deux cadres, et le reste, ça sera du personnel éthiopien. Et sortis de la zone économique spéciale, personne ne les voit. Par contre, la ligne de chemin de fer, la route, ça va se voir. Le nouveau bâtiment où va être hébergé le Parlement, le ministère ou bien le stade, ça se voit. Et effectivement, c'est par rapport à cette visibilité qui est accompagnée d'un narratif, hein, de toute une mise en scène, hein, qui fait que la présence chinoise est c'est pas valorisé, mais bien rendu d'autant plus visible. Mais tu disais avant que tu avais un échec retentissant des zones spéciales. Oui, mais ça n'empêche pas. Mais ça, c'est privé. Ça, c'est pas lié directement à la puissance publique chinoise. C'est des initiatives privées. Alors, c'est pas toujours des initiatives privées. Par exemple, l'initiative qui marche, celle qui réellement marche et qui est celle de la zone économique spéciale égyptienne, c'est une entreprise semi-publique égyptienne, une entreprise semi-publique chinoise, hein, puisque c'est la municipalité de Tianjin qui la dirige. Mais par exemple, l'échec qu'on a vu au Maroc était une entreprise du Sichuan, une entreprise privée qui s'appelait Rakte. Ça n'a pas marché parce qu'ils n'avaient pas les épaules pour faire ça. Et c'était en fait une initiative privée marocaine qui avait cherché une entreprise privée au Sichuan. Mais à Djibouti, il y a eu une tentative de zone économique spéciale par aussi une petite entreprise privée chinoise. Le type avait fait fortune au Ghana dans les t-shirts et il se lançait dans les zones économiques spéciales chinoises à Djibouti. Bon, ça n'a pas marché non plus. Mais donc, il y a des tentatives, il y a des choses qui se font. Ça peut. Et en Éthiopie, l'échec, il n'est pas tellement dû aux entreprises chinoises, encore qu'ils n'ont pas forcément bien réfléchi à leurs problèmes, mais au fait qu'on n'a pas les moyens d'exporter correctement la production. On n'a pas les moyens d'imposer aux entreprises chinoises de respecter le code de travail local. Et d'autre part, on importe plus de chaussures qu'on en exporte. On importe des chaussures de Chine et les autres, les Chinois sur place, fabriquent des chaussures qu'ils exportent. Donc, il y avait peut-être aussi une façon différente de voir les choses pour de résoudre des problèmes d'industrialisation là, hein, qui n'ont pas été résolus. Donc, ça explique en partie les difficultés de la zone économique spéciale, qui est pourtant portée au nu en permanence. C'est l'exemple que l'on cite. Merci beaucoup. Merci, Francis. Alors, Thierry, d'autres questions? Il y en a deux que je rassemble.
sur les rapports entre la Chine et l'Afrique et les pressions éventuelles qui peuvent apparaître maintenant. L'une sur la présence militaire qui est de plus en plus pressante de la Chine en Afrique, et puis l'autre sur la dette africaine détenue par la Chine, donc qui peut créer des dépendances et des problèmes relationnels à terme, dette publique, dette privée en même temps. Bon. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la chose militaire, mais il faut bien distinguer deux choses. Il y a la base navale de Djibouti et il y a la participation de militaires chinois au maintien de la paix. De mon point de vue, la participation des militaires chinois au maintien de la paix, c'est une chose très positive, en ce sens que c'est un mode de socialisation de la Chine. Le gros problème que nous avons avec la Chine, c'est qu'il y a des secteurs où elle n'est pas socialisée sur la planète. Or là, ça fait partie, elle prend ses responsabilités en tant que puissance et elle participe au maintien de la paix. Personnellement, je trouverais ça plutôt positif. En ce qui concerne la base militaire à Djibouti, disons que moi, ça m'a jamais choqué. À côté, vous avez une base militaire américaine, une base militaire française, une base militaire japonaise, une base militaire italienne. Je crois que vous avez les Allemands, les Turcs voudraient bien y être. Les Russes n'y seront pas parce qu'ils iront au Somaliland. Hein. Bon, on est dans un point clé de la région et c'est effectivement pas mal d'avoir un endroit à partir duquel on puisse avoir un ensemble d'acteurs qui puissent intervenir, ne serait-ce que pour lutter contre la piraterie. Et effectivement, les Chinois sont montrés très efficaces dans la lutte contre la piraterie. Ils n'ont pas pu l'éradiquer, ça c'est autre chose, mais ils se sont montrés efficaces. Ils sont les premiers intéressés à lutter contre la piraterie parce que si ce ne sont pas leurs bateaux qui passent, sur les bateaux, ce sont leurs conteneurs. Quand CMA-CGM passe par là, ce sont que des conteneurs chinois qui sont dessus. Bon, donc, ils ont intérêt à ce qu'on protège les conteneurs. Donc, je pense que là, moi jusqu'à présent, ça ne m'a pas du tout inquiété. Et la théorie qui voudrait que chaque point d'appui commercial soit un futur point d'appui militaire, pour l'instant, je ne le vois pas à court terme ou à moyen terme. Peut-être que je suis particulièrement bienveillant à l'égard de la Chine de ce point de vue-là, mais c'est pas mon point d'inquiétude. Alors, en ce qui concerne les dettes, le problème est beaucoup plus compliqué. Alors, je vais reprendre le graphique sur lequel que j'avais évoqué tout à l'heure. Attendez, il faut que je repartage. J'en profite pour dire que le problème de la dette était posé par Fabien Couder et le problème militaire par François-Xavier Mengue Atangana. Oui, attendez, il faut que je repartage mon écran. J'étais ici. Voilà. Il faut que je revienne en arrière. Bon, voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre à propos du discours sur la dette, c'est la façon dont c'est parti. Et la date, il y a une date, c'est 2017, les statistiques qui concernent l'année 2017. Et d'autre part, le fait que l'on ait considéré les statistiques qui concernent une partie de l'Afrique. C'est l'Afrique subsaharienne. Or, on va faire souvent des rapports entre Afrique subsaharienne et Afrique saharienne dans le même calcul. Donc, ce qui va bien souvent fausser les choses. Mais enfin, disons, pour simplifier les choses, voilà les données dont on est parti. Pour la première fois en 2010, à propos de 2017, donc publication en 2018 par la Banque mondiale, un certain nombre de statistiques, et dans le texte, bloc, il y a deux petits pourcentages qui apparaissent, un, mettons à page 3 et l'autre à page 20. Et quand on regarde ces statistiques, ça permet de calculer le montant des créances dues au Club de Paris et le montant des créances dues à la Chine. Auparavant, ces données-là n'étaient jamais publiées. Mais comme vous savez, c'est qu'on a changé d'équipe dirigeante à la Banque mondiale. Le directeur de la Banque mondiale, c'était nommé Malpass, qui a été nommé par Trump. Donc, il n'a pas été chercher quelqu'un qui était particulièrement favorable à la Chine. L'économiste en chef, c'est une madame Reinhardt, qui a fait des études qui montrent, qui est très critique à l'égard de l'endettement des pays à l'égard de la Chine. Et donc, depuis cette époque-là, il y a eu un renversement
du discours de la Banque mondiale. La Banque mondiale était, il n'y a que la Chine comme exemple, etc. C'est pour ça qu'on avait été chercher l'UNIFO, qui était devenu à la fois le VRP de la Banque mondiale et la VRP de la Chine, l'expérience éthiopienne et à droite et à gauche. Donc, il avait promu le modèle chinois, il avait promu les entreprises chinoises, en contradiction avec le code d'éthique de l'ONU d'ailleurs. Bon, mais il y a un changement de ton. Mais en même temps qu'il y a un changement de ton, il y a aussi apparition donc, de ces petites statistiques pour pouvoir, dirons-nous, indiquer le poids que pourrait poser la Chine. On ne s'est jamais posé la question de savoir, que ce soit la Banque mondiale ou les autres acteurs, s'il était légitime ou non d'avoir des dettes. Or, en fait, le fait d'avoir une dette, c'est pas du tout quelque chose de condamnable. Le problème qui se pose, c'est de savoir si la personne qui vous prête a effectivement évalué vos capacités à rembourser. Donc, c'est la question, c'est de savoir, pour un certain nombre de projets dans lesquels la Chine est impliquée, mais où aussi la Banque mondiale est impliquée, c'est si les études ont été bien menées. Alors ça fait partie d'une réflexion à propos des chemins de fer, que ce soit le chemin de fer Addis Abeba, Djibouti, Nairobi, Mombasa, où effectivement il y a des discussions à mener de ce point de vue. Mais toujours est-il, c'est qu'à partir de ce chiffre de 2017, de ces chiffres de 2017, on a commencé à pouvoir faire des comparaisons. Mais ces comparaisons, selon ce que l'on va vouloir démontrer, on va utiliser une base différente. Alors, si vous comparez le montant de ce qui est dû à la Chine, les créances chinoises, au cours de l'endettement extérieur des pays africains, du Sud-Afrique subsaharien, vous arrivez à 13%. C'est pas du tout, c'est pas gros. Si vous passez à la dette publique, vous êtes à 17. Si vous passez au montant par rapport aux créances publiques, à 29. Mais si vous regardez uniquement le bilatéral, vous êtes à 60%. Alors, si vous êtes, je vais dire, pro-chinois, vous allez dire 13%, c'est rien. Si vous êtes anti-chinois, vous allez dire 60%, et c'est beaucoup. Mais rien n'est faux. La seule chose, c'est la question du point de vue. Là où ça devient, c'est quand on veut trop démontrer, et toujours d'un point de vue politique. Alors, vous avez le discours qui a été tenu par Ken Ofori-Atta, qui était un ancien Premier ministre du Ghana, qui lui a pris comme point de comparaison le montant des prêts octroyés à l'Afrique, toute l'Afrique, de 2000 à 2017. Et il a reporté au montant des dettes totales de l'Afrique, enfin, les dettes totales de l'Afrique subsaharienne en 2017. Bon, déjà, vous avez deux éléments qui ne sont pas comparables. Mais ils ne pouvaient pas prendre le montant des prêts. Les prêts qui ont été octroyés depuis le début du siècle, il y en a qui ont été remboursés. Il y en a qui n'ont jamais vu le jour. La Chine a pu dire « je suis d'accord pour », et puis après ça, l'opération est tombée à l'eau. Il y en a qui ont été annulés. Il y en a qui sont en cours de remboursement. Or, ce chiffre de 40% qu'il citait et qui a été repris en cœur par je ne sais combien d'analystes et par un certain nombre de journalistes, ne correspond strictement à rien. Alors, c'est sur des données comme ça que toute une partie du discours a été conçue. Et à partir de ça, vous avez eu ceux qui ont forcément voulu pousser les choses au plus loin, et qui ont parlé de la diplomatie de la dette. Alors, moi, ma position, c'est qu'il n'y a pas de diplomatie, de volonté de la part de la Chine d'endetter les pays africains. Il n'y a pas de stratégie d'endettement. Il y a beaucoup plus une chose qui me paraît presque beaucoup plus grave, c'est qu'il y a un manque d'appréhension des problèmes rencontrés et d'évaluation des projets qui sont financés. Et j'en veux qu'un seul exemple, c'est le cas du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, il y avait plusieurs solutions. C'est le même raisonnement pour le chemin de fer Nairobi-Mombasa. Ou bien on réparait la ligne, et ça coûtait relativement peu cher, c'était faisable, soit on modernisait un minimum la ligne, soit on entreprenait déjà un passage aux gauges internationales, à l'écartement international, soit on faisait un truc super luxe.
L'intérêt de la Chine, c'était que le pays choisisse le modèle le plus cher, et l'intérêt politique vis-à-vis de ses électeurs, c'était de dire, vous voyez, que ce soit en Éthiopie ou au Kenya, c'était de dire, vous voyez, hein, on a un chemin de fer moderne, etc., c'est grâce au Chine, etc. Bon. Mais il est évident que l'on passe à des niveaux de financement qui n'ont strictement rien à voir, c'est-à-dire qu'on multiplie par 10 l'endettement. Ça obligeait aussi, dans certains cas, à modifier totalement le gros œuvre, parce que les trains chinois qui sont achetés n'ont pas ils ont le même écartement ferroviaire, mais ils n'ont pas les mêmes empattements. Ils sont plus hauts, ils sont plus larges. Hein, c'est la norme Mandchou. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Bon. Donc, le problème ici, c'était de savoir ce qui devait être fait en fonction des besoins du pays. Et ensuite, voir quel était le prêt qui devait être adapté. Le prêt qui a été fait pour le chemin de fer éthiopien, là, Djibouti à Addis Abeba, c'était un prêt sur 15 ans. Un prêt sur 15 ans, compte tenu des montants, avec un délai, même s'il y a un délai de grâce de 5 ans, ça veut dire qu'en 10 ans, vous allez rembourser 1,3 milliard sur un train, alors que l'on sait qu'une voie ferroviaire n'est rentable qu'à l'échelon de 50 ou 75 ans. C'est complètement aberrant. Ça ne pouvait pas tenir. Si vous regardez, là, par contre, c'est un cocorico que je pousse, hein, ce qui a été fait au Maroc par la France, les prêts, ils étaient même pas bon marché, on était à 6% de prêts, hein, puisque c'était Libor plus 3%. Et à l'époque, le Libor était à 3%, donc ça faisait un prêt à 6%. Ce qui a été fait au Maroc, dans des conditions politiques identiques, c'est-à-dire que c'était un truc de prestige aussi, avec le TGV marocain. Le prêt français, il était à 0,04% sur 40 ans. Hein, et le chemin de fer a été rentable dans les 3 ans. Là, le chemin de fer Addis Abeba Djibouti, hein, et le chemin de fer n'est toujours pas rentable, il ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'électricité. Bon. Sans compter qu'ils ont organisé la concurrence de ce scheduling de chemin de fer en commençant des projets vers Berbera, vers Port-Soudan. Bon, Massawa, maintenant, ça va tomber à l'eau compte tenu des circonstances, hein, mais disons qu'on organisait la concurrence d'une ligne de chemin de fer qui n'était déjà pas rentable. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réflexion. Et cette réflexion, en fait, c'est un plan de développement éthiopien, mais qui a été soutenu, hein, et réfléchi avec le think tank de Lin Yifu, dont je vous parlais tout à l'heure, vice-président de la Banque mondiale et économiste en chef de la Banque mondiale. Alors, aussi, une autre particularité. Là, vous avez un seul prêteur, l'Exim Bank. Pour le projet marocain, vous en avez 9, 3 Français et 6 Arabes. Mais ces 6 institutions, elles n'ont pas les mêmes objectifs, elles n'ont pas les mêmes stratégies. C'est-à-dire que chacun est amené à contrôler ce que soutient l'autre pour s'assurer que ça ne nuit pas à ses propres intérêts. Donc, vous avez un mode de financement qui est beaucoup plus simple, puisque vous avez un contrôle interne qui s'instaure. Là, vous avez juste un interlocuteur qui est l'Exim Bank, et vous vous trouvez dans une position très fragile le jour où vous devez rediscuter la restructuration de votre prêt. Et j'ai vu des photos là, ça concernait Djibouti, pour le franc djiboutien a demandé la restructuration. Vous avez 3 gugus djiboutiens de haut volet, et devant un aéropage d'experts chinois qui les interrogent pour pouvoir voir dans quelle mesure ils vont accepter ou non une restructuration. Vous auriez eu à ce moment-là non pas un seul interlocuteur, mais 9 interlocuteurs. Vous étiez dans la position de faire jouer les uns contre les autres. Donc, vous avez ici tout un ensemble d'éléments qui font que ces prêts ont été mal réfléchis, ont été mal mis en place. Il n'y a pas de volonté malsaine de la part des Chinois, mais en fait, il y a par contre une absence de prise en compte de l'altérité, de connaissance des pays dans lesquels ils sont, et une absence d'adaptation du raisonnement à l'environnement. Et c'est ça qui cause qui fait la gravité de la situation. Ce n'est pas que les pays africains sont endettés. En fait, les pays africains, c'est pas leur dette qui leur pose problème, c'est leur manque de financement. Et le manque de financement sur des projets qui soient effectivement réfléchis.
Alors là, on revient à aussi un autre problème. C'est que lorsque la Chine est arrivée sur le marché, la Chine s'est trouvée dans une situation très particulière. Elle s'est trouvée face à des pays occidentaux qui n'arrivaient pas à financer les besoins africains. Et quand on pouvait faire des financements, c'était des financements relativement peu importants. Or, ce à quoi on assiste, c'est que la Chine dispose de sommes considérables et qu'elle est capable de les mobiliser très rapidement au profit des projets africains. Donc, les gouvernements africains se sont trouvés dans l'illusion qu'ils allaient pouvoir se développer très rapidement grâce à cette disponibilité financière chinoise. Et donc, on est rentré dans un cercle vicieux où les choses n'ont pas été faites de façon suffisamment raisonnée pour s'assurer le bénéfice maximum de cette manne. Et on est dans la situation où on est aujourd'hui. D'ailleurs, de toute façon, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cet endettement, c'est l'Afrique subsaharienne. Et l'Afrique subsaharienne, 30% de la dette, elle est due, c'est l'Angola qui la doit. Donc, ça doit relativiser aussi le cas de tous les autres pays. Donc, encore une fois, on est dans un processus que je dénonçais au départ, d'essentialisation de la Chine. C'est autant d'obstacles, parce que manque d'informations venant de la Banque mondiale nous permettant d'apprécier les situations. Il y a une amélioration considérable. Mais ce manque d'informations, ce manque de transparence chinois, africain, Banque mondiale, ça permet toutes les élucubrations. Et on est précisément dans un processus de ce type où chacun va, à partir de son credo, interpréter les données. Et donc, on va se dire, la Chine est méchante, la Chine est gentille, la Chine est rien du tout, ou l'Afrique est ceci, l'Afrique est cela. Et cela, ça nuit à notre compréhension et ça nuit en fait à l'établissement de stratégies qui soient des stratégies relativement saines. Alors, également, tous les acteurs peuvent être l'objet de critiques. Alors, il y a quand même un certain nombre de critiques vis-à-vis de la Chine. Comme je vous disais tout à l'heure, la China Development Bank n'est pas considérée comme la Chine comme étant faisant partie des créanciers publics, alors qu'elle est financée à 100% par des fonds publics. Elle est dirigée par le ministère des Finances. Mais par contre, comme elle se déclare comme étant financier privé, elle n'apparaît pas dans ce décompte-là de la Banque mondiale. Alors, ça fait partie aussi, si on doit discuter d'une restructuration de la dette de certains pays africains, comment on va d'un côté discuter la restructuration des dettes dues à l'Exim Bank et de l'autre côté discuter la restructuration des dettes dues à la China Development Bank. Donc, si vous voulez, alors qu'en fait, effectivement, là, ce dont on a besoin, ce serait que la Chine puisse, pour tout ce bloc, rentrer dans le club de Paris de façon à ce qu'il y ait une mutualisation de la discussion, de façon à pouvoir arranger les choses au plus grand bénéfice. Alors, il y a aussi une chose, c'est le problème des détenteurs d'obligations, des créanciers privés, dans le marché privé, qui est autre. Alors, aujourd'hui, la Chine rejette la responsabilité d'une crise de la dette africaine sur les créanciers privés, en donnant ensuite la liste d'un certain nombre de banques, dont la Société Générale, etc., en disant « oui, c'est pas nous ». La seule chose qu'ils oublient peut-être, c'est que ils disent « c'est pas nous, vous voyez, vous financez pas assez les pays africains ». Mais c'est un argument qui se retourne contre eux. C'est parce que nous ne finançons pas assez, eux aussi ne financent pas assez de ce point de vue-là. Sans compter que les pays qui bénéficient des eurobonds, etc., ce sont les pays qui sont les mieux, dans lesquels on a les appréciations les plus positives vis-à-vis de leur développement. Donc, ce ne sont pas les prêts les plus à risque. Mais en fait, il y a un déficit de financement disponible de la part des pays occidentaux et la Chine, malgré la manne qu'elle représente, ce n'est pas encore suffisant. Donc, il n'y a pas le choix pour les pays africains qui sont relativement dynamiques, ils sont obligés de se tourner vers les détenteurs privés. Et le problème, donc, ce serait effectivement que la Chine, en tant que pays, s'allie avec les autres membres du Club de Paris pour forcer les créanciers privés. Bon, Thierry, on a encore 2 questions, il reste 5 minutes, mais bon, peut-être déborder de quelques minutes. Alors, il y en a une, toujours sur la stratégie donc, de Del Piero, Yen Douan, Campbell. Stratégie, voire prospective. Donc, la question, c'est quelle stratégie les pays africains peuvent adopter face à la Chine?
pour pouvoir en bénéficier de cette coopération dans le but, disons, de cesser de dépendre définitivement de la Chine. On sent qu'il y a quelque chose qui se développe. Et quelle stratégie pour ne pas être complètement pieds et mains liés avec la Chine, quoi. Alors, en fait, les choses sont en train de se débloquer progressivement. C'est-à-dire, là, j'ai lancé un cri en disant que d'un côté comme de l'autre, on n'avait peut-être pas bien évalué la situation, mais on commence des deux côtés à en tirer les conséquences. La Chine a revu progressivement les conditions dans lesquelles elle va attribuer des prêts. Et tout à l'heure, je faisais allusion à la ZES de Pointe-Noire, où vous avez un consortium qui s'appelle le COIDIC, qui rassemblait des fonds, mais c'était des fonds qui étaient rassemblés à titre privé pour des opérations. C'est-à-dire que ce sont les entreprises elles-mêmes chinoises qui vont trouver les fonds pour pouvoir financer des opérations et non plus forcément les pays africains qui vont avoir à quémander auprès des institutions chinoises. Donc, ça veut dire que les entreprises qui vont faire les entreprises de construction, elles vont être responsables vis-à-vis de leurs banquiers du succès de l'opération. Donc, c'est déjà une garantie du côté chinois que ça puisse fonctionner de façon beaucoup plus efficace. De l'autre côté, les pays africains, et encore une fois l'exemple de Pointe-Noire, ils ont pris conscience du fait que c'était à eux de créer l'environnement dans lequel ces opérations allaient être menées et qu'ils devaient pouvoir les contrôler. C'est pour ça aussi que l'on voit de plus en plus apparaître des processus de concession. Quand je prends l'exemple du port de Kribi, c'est l'exemple même. Le gouvernement camerounais a attribué une concession et la concession est faite alors d'abord, les concessionnaires ont payé un bouquet qui permettait d'apporter les 15% qu'apportait pas la Banque mondiale, l'Eximbank de Chine. Et l'Eximbank de Chine, par l'intermédiaire de la CHEC, qui est en fait l'entreprise de BTP, est rentrée parmi les concessionnaires pour surveiller tout le processus. On a créé au-dessus de ça une structure spéciale qui va gérer les revenus et qui va les attribuer aux prêteurs, ensuite au gouvernement camerounais, et s'il en reste, aux concessionnaires. Donc, automatiquement, par le biais de cette procédure, de cette concession, on va forcer les concessionnaires à mener une stratégie qui rentabilise l'opération, tout en garantissant la propriété du gouvernement camerounais sur la structure portuaire. Donc, ça, c'est une évolution considérable parce qu'on n'est plus dans une procédure que la procédure ancienne où on avait un contrat de PC. Bon, vous voulez un petit truc, je vous le construis, je me barre avec mon chèque. Alors ça, c'était très simple parce que aucune responsabilité. Là, maintenant, il y a une autre structure qui responsabilise les constructeurs, qui responsabilise les exploitants et donc qui peuvent libérer d'une certaine charge les gouvernements africains. Donc, alors, ce sont des processus qui se mettent progressivement en place et de ce fait, les rapports automatiquement entre la Chine et l'Afrique vont changer. Et alors, également, ça donne une autre leçon aux pays africains, c'est qu'à côté des Chinois, il n'y a pas que les Chinois. Il y a les Turcs. Les Turcs viennent remporter une ligne de chemin de fer, je ne sais plus dans quel pays africain, contre les Chinois. Vous avez aussi les Portugais, les Brésiliens. Donc, ça donne des ouvertures avec des outils différents. Bon, puisque les pays africains n'ont plus à s'endetter ou à solliciter des prêts, c'est aux entreprises d'organiser le tout et on leur donne la structure de la concession pour se rémunérer. Ça pousse le problème dans des termes différents. Ça ouvre également des possibilités qui n'existaient pas auparavant. Donc, les rapports sont en train de se modifier et je pense que c'est une chose qui est très, très positive et que les critiques qu'on pourra adresser aux uns ou aux autres vont changer de nature s'il y a des critiques à adresser. Et qu'on ne reverra plus des choses aussi invraisemblables que ce qu'on a pu voir ces dernières années, les villes fantômes comme en Angola, et des lignes de chemin de fer qui marchent pas comme Addis Abeba, Djibouti. On avait du pétrole, mais on a voulu mettre une ligne électrique alors qu'il n'y a pas d'électricité, et que l'électricité, ça serait un grand barrage, mais on se dispute avec l'Égypte parce qu'on n'arrivera pas à le faire fonctionner si l'Égypte n'est pas d'accord. Enfin, c'est donc des manques de vision à moyen et long terme des problèmes économiques du développement de son propre pays.
Et pour le financier, il ne s'est pas intéressé à l'économie du pays ou à l'environnement politique du pays. Et ça, je dis, c'est en train de changer. Et ça, à mon sens, c'est une bonne chose. Et on peut garder espoir. Et à ce moment-là, bon, effectivement, le rôle de la Chine pourra être encore plus important qu'il n'est aujourd'hui en Afrique, mais sur des bases qui seront certainement plus saines. Ça ne limitera pas, dirons-nous, l'instrumentalisation politique des pays africains. Ça, c'est un autre aspect du problème, mais il y a une balance à faire entre le développement et les relations que nous apprécions avec les différents pays. Merci. Alors, une dernière question. Alors maintenant, on revient aux entreprises. Et en fait, bon, tu as expliqué au début qu'il y avait des entreprises très diverses et que certaines n'étaient pas concernées par la stratégie de Pékin, donc du gouvernement directement, peut-être. Alors la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir des grandes entreprises qui peuvent être indépendantes de ces stratégies politiques du gouvernement, et en particulier, par exemple, on cite l'exemple d'Alibaba. Ah ben oui, bien entendu. Alors, Alibaba, en fait, c'était pas tellement Alibaba, c'était Jack Ma qui était indépendant. Jack Ma ne dirigeait plus Alibaba. Il avait créé sa fondation. Il voulait faire son Bill Gates. Et donc, lui, c'était l'électron libre. Et c'est bien pour ça qu'il a rencontré, il a eu les problèmes qu'il a rencontrés. Bon. Mais là, c'est un exemple très particulier parce que la majorité des électrons libres, ce sont des petites et moyennes entreprises. Mais les grandes entreprises qui agissent, elles ont une liberté, une autonomie. Mais à partir du moment où cette autonomie ne se dresse pas contre le pouvoir, ou n'est pas utilisée pour aller à l'encontre du pouvoir chinois, parce qu'encore une fois, Jack Ma, il a utilisé son autonomie pour critiquer des modes de financement, alors qu'effectivement, les problèmes de finances en Chine et d'endettement interne chinois sont un problème grave. C'était surtout pas le moment d'évoquer ouvertement ces questions-là. Mais disons que lorsque vous regardez l'entreprise de la CHEC qui participe à la construction de beaucoup de ports en Afrique, elle est totalement libre de faire ce qu'elle fait. Il n'y a aucun problème pour elle. Disons qu'elle remplit à la limite sa mission, elle rapporte de l'argent. On est vraiment dans la vision de relations purement commerciales ramenées au niveau de l'entreprise. Et d'autre part, disons qu'elle a pu solliciter des prêts pour ses clients africains, mais disons que ce qu'elle fait ne rentre pas en compte. Alors, en revanche, il y a une entreprise sur laquelle on a tapé, c'est la Sinopec. Parce que la Sinopec s'est trouvée héritée d'un contrat avec l'Angola où le pétrole, contre les infrastructures, le cours du pétrole qui tombe. Donc, elle a essayé de pallier cette situation en spéculant sur le pétrole. Alors là, par contre, à Pékin, on lui a dit non, votre objectif, c'est de ramener du pétrole, c'est pas de spéculer dessus. Mais disons que Sinopec, à part ça, ça n'a pas été. Donc, ces entreprises bénéficient malgré tout d'une relativement large autonomie à partir du moment où il y a les principes de base ne sont pas remis en cause et fondamentalement, il n'y a pas de raison qu'elles soient remises en cause. Prenons un autre exemple dont on a beaucoup parlé, c'est la China Merchants Port. Cette entreprise, elle est basée à Hong Kong. C'est la sous-filiale d'une sous-filiale, la sous-filiale hongkongaise, d'une sous-filiale de Hong Kong, d'une entreprise qui s'appelle la China Merchants, qui est basée à Pékin. Le pouvoir de contrôle de la maison mère, de la maison fêtière, c'est 23% du capital. Qui sont les autres actionnaires sur la place Hong Kong? Vous avez JP Morgan et d'autres gros fonds de pension de ce type-là, de grosses banques d'investissement mondiales. Les intérêts de la JP Morgan et de Pékin, il n'y a pas de raison qu'ils aillent ensemble. Donc, ça veut dire que vous avez une entreprise, China Merchants, qui navigue entre les deux, qui doit marier les deux. Donc, de ce fait, elle a forcément une autonomie très considérable par rapport à ce que pourrait être l'autonomie de Pékin. Et lorsque la China Merchants s'est installée à Djibouti et qu'elle a fait prêter au gouvernement djiboutien, c'est pas Pékin qui lui a dit de prêter. Ça faisait partie de sa stratégie entrepreneuriale de développement. Parce que la China Merchants, c'est une entreprise de logistique maritime qui travaille la main dans la main avec la CMA-CGM, mais vraiment copain comme cochon. Et dirons-nous, elle aménage des points logistiques parce que la logistique,
c'est une des faiblesses de la CMA-CGM. Hein. C'est qui est d'abord un transporteur. Ils ont des escales un peu partout dans le monde, mais ils n'ont pas les reins financiers nécessaires pour pouvoir les développer à fond. Mais par contre, la CMA-CGM, elle a pratiquement pas de bateau, mais la China Merchant, elle a pratiquement pas de bateau, mais elle a ses points logistiques. Donc, il y a une espèce de mariage qui s'est fait dans la pratique. Et donc, le port de Djibouti, je vous dis, Djibouti, c'est les recettes de la CMA-GM qui l'a créé. Donc, c'est un point qui a été retenu. Et c'est un point où donc s'est installé China Merchant. Ils sont en train de développer le port, ils sont en train de créer une zone économique spéciale selon un certain nombre de critères. Et tout ça, si vous voulez, ce n'est pas, ça ne va pas à l'encontre de Pékin, mais c'est pas dicté par Pékin. Et alors, de même, si vous voulez, ce qui s'est passé avec le port d'Ambantota, hein, il a fallu la dette chinoise à l'égard du gouvernement chinois, c'est China Merchant qui l'a racheté en échange d'une concession. Mais ça faisait partie de sa stratégie d'avoir sur la route maritime de la soie des endroits où les bateaux qui véhiculent, les bateaux de la CMA-CGM par commencer, qui véhiculent des conteneurs chinois pouvaient accoster. Mais ce sont des stratégies d'entreprise mondiale. Et les stratégies d'entreprise mondialisées, ce sont des stratégies qui se détachent considérablement des stratégies nationales. Hein, aujourd'hui, on ne peut pas envisager que Total soit convoqué au garde à vous à l'Élysée. Il dira à l'Élysée, mais il leur dira, écoutez, si vous me cassez les pieds, je ferme mes unités de production en France. Bon, et la CMA, la Merchant, indirectement, peut se trouver dans des situations plutôt comparables à celles de Total que la situation comparable à celle de Sinopec qui s'apparenterait à l'ancienne Alpha Aquitaine. Donc, là, les comportements sont complètement différents. Donc, juger de China Merchant à Hambantota au Sri Lanka avec les critères avec lesquels on jugerait la Sinopec, c'est une erreur de jugement. Hein, les entreprises n'ont pas les mêmes obligations ni les mêmes degrés de liberté ni d'autonomie. Donc, c'est la différence. J'en reviens à ce que je disais dès le départ, c'est le problème de l'essentialisation de la Chine, qui est le plus gros problème, notre plus gros obstacle à la compréhension des relations entre la Chine et l'Afrique. Bon, très bien. C'était passionnant, tout ce que tu nous as dit là. On te remercie beaucoup, tous ensemble. On ne peut pas t'applaudir. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps, hein, parce que j'avoue que j'ai même pas pu faire mon exposé tellement je me suis laissé partir. Enfin, tu as beaucoup publié, donc on peut aussi retrouver tes écrits. Oui, alors ça, effectivement, si vous voulez des références, il suffit d'aller sur mon site. Voilà. Et il y a toute une part du menu qui est consacrée à mes publications, qu'elles soient grises, blanches, vertes ou noires. Et s'il y a des choses qui vous intéressent, vous êtes les bienvenus. Et puis, cet enregistrement sera mis à votre disposition, sinon aujourd'hui, sans doute demain après-midi. Oui, puis on peut rappeler peut-être ce que tu as dit au début, à l'ESS, vous avez à l'EHE. Oui, alors également, si vous allez commencer, il y a ce séminaire qui s'appelle Présence chinoise, actuellement Présence chinoise en Afrique et en Amérique latine, et qui devrait devenir Présence chinoise tout court l'année prochaine. Hein, mais parce que, comme je vous disais, la vision en miroir est quelque chose de très, très important pour comprendre ce qui se passe en Afrique du point de vue chinois. Voilà, bon, merci. Et bon, moi, je rappelle simplement que le prochain webinaire donc, de la Tiers-Monde et du Monde en Développement sera le 26 février avec les collègues de Brest sur la gestion de l'eau. Voilà. Bonne soirée à tous. Et puis, peut-être à 26. Au revoir, merci à tout le monde. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir Thierry et au revoir, Michel. Au revoir Mère. Au revoir Michel. Oui. Et merci et à bientôt. Thérèse a bien aimé aussi. Écoutez, je suis heureux. Si vous avez été intéressé, je suis heureux. Thierry, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait te contacter là. Oui, volontiers, oui. C'est une question peut-être supplémentaire là, non? Oui, volontiers, volontiers. Non? Ah non, je crois que c'était un au revoir alors. Ok. Au revoir Hubert. Voilà, au revoir Michel. Non, c'est bon. Allez, au revoir, à bientôt. À bientôt, merci. Je crois que je me suis bien installé là. Oui, Michel, appelez Thérèse au secours.
Non, 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 c'est fini. Ah, bonjour Thérèse. Bienvenue au secours. Merci, écoutez, c'est passionnant. En tout cas, vous étiez derrière, vous n'étiez pas loin. En tout cas. Au revoir Thierry. Allez, au revoir, merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, j'ai l'impression qu'on a du mal à se séparer, hein, mais donc je vais d'abord.